La Confédération de l'AES va bientôt se doter d'une banque d'investissement et d'un fonds de stabilisation. C'est ce qu'a annoncé le président en exercice de la Confédération, le colonel Assimi Goïta. C'était le 15 septembre dernier à l'occasion de l'an 1 de l'AES. Quel enjeu? On en parle dans ce nouveau numéro de Prime Time sur la C360. Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Et pour les clés de lecture sur ce sujet, je suis en compagnie de M. Martin Sawadogo. M. Sawadogo est analyste économique. Bonjour, M. Sawadogo. Bonjour, M. Dabira, et bonjour aux téléspectateurs de C360. Et merci d'être passé sur ce plateau. Deuxième invité pour analyser cette actualité, il s'agit de M. Léon Nikema. Il est acteur économique également. Bonjour, M. Nikema. Oui, bonjour, M. Maoula. Bonjour à tous les auditeurs. Alors, la création de cette banque d'investissement et d'un fonds de stabilisation se présente, selon certains analystes, comme le moteur, se présente justement comme le moteur de toute action conjointe pour la liberté et la prospérité des trois États de l'AES. Monsieur Sawadou, je vais commencer par vous. Quelle est la perception que vous en faites? Alors, je peux dire déjà que c'est un grand pas. C'est un grand pas en avant parce que, vous savez, les finances, l'argent, la monnaie, ça constitue, comme ce qu'on dit, c'est le sang de l'économie. Alors, nos trois pays, pour qu'ils aillent vraiment vers la souveraineté, il faut que ce soit au niveau de la souveraineté monétaire, au niveau de la souveraineté en matière de sécurité et au niveau de la souveraineté en matière de développement. Alors, vous savez, il y a 4 grands types essentiels de banques. Les banques commerciales, que nous connaissons tous, voilà, les banques de développement, les banques d'investissement et les banques centrales. Dans la hiérarchie, c'est les banques centrales qui sont au sommet. Mais je crois que petit à petit, on est en train de tendre vers la mise en place d'une banque centrale et vers la mise en place également d'une monnaie de l'AIS. Mais pour cela, il faut des instruments de base. Et cette banque d'investissement et le fonds de stabilisation que l'AIS a décidé de mettre en place sont une étape nécessaire. Parce que les banques d'investissement, c'est quoi? C'est, comme son nom l'indique, c'est des banques qui vont financer l'investissement. Et c'est des banques également qui gèrent les actifs et qui permettent de coter les grandes sociétés en bourse. Les banques commerciales financent également l'économie, mais c'est à une échelle plus réduite. Et là, ça va permettre de financer des investissements. Oui, on va dire des projets structurants. Des projets structurants, surtout dans le domaine de l'énergie. Vous savez que on veut mettre en place des centrales nucléaires, ça demande beaucoup de fonds. Et il y a également le secteur de l'agriculture. On parle de plus en plus de souveraineté et de sécurité alimentaire. Il y a également le secteur des mines. Et tous ces secteurs-là sont des secteurs qui demandent beaucoup de fonds. Donc la mise en place de cette banque, en tout cas, c'est une aubaine pour l'espace AIS et ça va contribuer véritablement à booster l'économie en attendant que nous allons vers la mise en place d'une banque centrale et d'une monnaie de l'AIS. La banque centrale donc, qui va produire la monnaie donc, exactement, des États-Unis. Parce que jusqu'à présent, notre monnaie est contrôlée par la France et malheureusement, ce n'est pas une monnaie dont l'objectif est de financer l'économie. Voilà. Le principe directeur même du franc CFA, c'est la stabilisation de l'inflation. Alors que la monnaie, c'est pour financer l'économie. Malheureusement, même le franc CFA, ce n'est même pas une monnaie, puisqu'elle n'est pas convertible hors de la zone où on l'utilise. Vous savez, en Afrique, il y a 2 zones franc CFA. Et même entre la zone franc CFA de l'Afrique centrale et la zone franc CFA de l'Afrique de l'Ouest, les 2 monnaies ne sont pas convertibles. Voilà. Donc c'est un instrument, ce sont des appareils qu'on est en train de mettre en place petit à petit vers la souveraineté monétaire. Et c'est très important
Et c'est On le très verra par important. la suite dans la lutte contre le terrorisme. Ok. Alors, ce que je retiens de votre intervention, donc, que cette banque permettrait justement aux trois dirigeants donc, des États de l'AES de concrétiser leur vision Exactement. en ce qui concerne donc le vélo de développement économique et social dans l'espace. Alors, Monsieur Nikima, comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle donc, du président en exercice de la Confédération de l'AES? Alors, pour être vrai, il faut qu'on se dise qu'il fallait s'y attendre. Parce que quand on parle de souveraineté, c'est lié aussi à l'économie. Il faut une souveraineté économique. Il faut une souveraineté économique. Voilà, il faut une souveraineté monétaire. Il faut sur tous les plans, même pas économique. On parle de l'économie, c'est vrai, mais il y a aussi côté armement qu'il faut être souverain. Parce que vous ne devrez pas dépendre il faut pas, cette dépendance-là n'est pas très bon. Mais seulement quand on prône la souveraineté, surtout économiquement. On dit que celui qui contrôle ton économie contrôle tes actions. Celui qui contrôle aussi ta monnaie contrôle tout ce que tu fais. Et ce n'est pas bon. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est de bonne guerre que le président de l'AES parle de l'économie. Parce que cette souveraineté-là, elle ne pouvait pas ne pas venir. Et là aussi, je profite de l'occasion pour féliciter parce que il y a, depuis un an, ils n'ont pas trop parlé de la monnaie comme ça. Mais maintenant, s'ils en parlent, ça veut dire que ils ont pris toute la réflexion, il y a une réflexion qui a été mûrie autour de ça. En tout cas, ce qu'on constate, c'est que les choses se font progressivement dans l'AES, parce que l'annonce même de la création de cette banque d'investissement, c'était le 6 juillet dernier, à Niamey, lors donc, du premier sommet des États de l'AES, et qui a acté justement la création de la Confédération. Et cette fois-ci, le président en exercice vient réitérer, il va sans dire que les choses sont en train de se déballer progressivement. Effectivement, ce que vous dites, c'est vrai, parce qu'il y a deux dates très importantes sur l'AES qu'on doit retenir. Le 6 juillet 2024. Ça, c'est vraiment le traité de la Confédération des États du Sahel. Ça, c'est une date très importante. Et il y a aussi le 16 septembre 2023. La date de la signature de l'Alliance. Voilà, de l'Alliance de l'Iptako Gourma. Ça veut dire que économiquement, aujourd'hui, il faut qu'on en parle parce que tous ceux-là même qui sont autour, même dans le gouvernement de l'AES, là, il y a cet impact-là, impact économique-là, sont autour de ça. Parce que si on ne va pas prudemment parler de la monnaie, c'est ceux-là même qui sont autour même de ces gouvernements-là même qui seront à l'origine de cette destruction. Donc, c'est mieux d'aller prudemment. Moi, je pense que elle a été très bien réfléchie. C'est le moment qu'on en parle. Et quand on en parle aussi, moi, je pense qu'il faut avoir des bonnes options pour vraiment avoir la même mise sur l'économie. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'économie, ça va, hein, mais seulement, il faut qu'on sache que l'économie, c'est orienté à autre chose. Cette souveraineté économique-là, on va l'avoir, mais il faut qu'on travaille pour l'avoir. Ce n'est pas un truc où on va vous donner ça sur un plateau d'or. Non, non, non. Il faut vous battre pour l'avoir. Et la mise en place de cette banque d'investissement, il participera forcément. Ah oui, mais c'est vraiment un maillon très important dans la chaîne de l'économie. Alors, monsieur Sawadogo, on dira justement qu'il s'agira donc d'un jalon majeur pour favoriser la croissance économique durable dans l'espace AES. Tout à fait. Et pour cela, il faut réellement un engagement de la part des acteurs économiques. Parce que malheureusement, le tendon d'Achille en Afrique est que la population et les acteurs économiques attendent tout du gouvernement. Alors que ça doit être un accompagnement et ça doit être un investissement manifeste et visible. Donc, il faudra que dans toutes les grandes décisions, les opérateurs économiques donnent également de la voix pour montrer qu'ils soutiennent le processus. Ce qui est regrettable est que parfois, les gens pensent à leurs intérêts. Parce que vous savez que actuellement, notre système bancaire dans toute la zone de l'UMOA est contrôlé par la BCAO. Donc, les banques commerciales, même pour se mettre en place, il faut un agrément de la BCAO. Quand du BCAO et même la BEAC,
ce sont des institutions qui ont été créées, qui ont été mises en place par la France et dirigées jusqu'à présent par la France. Parce que c'est vrai qu'actuellement, ils n'ont qu'un seul représentant dans ces institutions, mais le mécanisme de prise de décision, les décisions se prennent à l'unanimité, donc la voix du français compte. Alors, tant que les Occidentaux ne vont pas sentir qu'il y a un engagement véritable de la part des opérateurs économiques auprès de leurs dirigeants et également de la population, c'est ça qui va permettre de lâcher un peu de lest. Voilà, parce que qu'est-ce qu'on essaie de faire? On essaie souvent de montrer que les gouvernants sont en train de ramer tout seuls et qu'ils ne sont pas accompagnés. C'est l'impression qu'on donne en ce moment. Voilà. Non, c'est l'impression que les Occidentaux essaient de donner. Voilà. Et véritablement, il faudra que les opérateurs économiques, que ce soit du secteur informel jusqu'au les secteurs les plus structurés, qu'on donne de la voix pour accompagner l'État dans ses initiatives. Moi, je remarque que ce n'est malheureusement pas le cas parce que je me rappelle encore à 3 reprises, le chef de l'État a rencontré les banquiers pour les demander de financer et de faciliter l'accès des jeunes au crédit. Malheureusement, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de retour favorable. Et lui-même, il a dit que c'est regrettable. Et je trouve vraiment que c'est dommage qu'il y ait cette hésitation encore des acteurs économiques qui ne montrent pas un engagement fort. Alors que le processus dans lequel nous sommes engagés est un processus irréversible et c'est un processus de souveraineté. C'est vrai qu'il peut y avoir des dommages collatéraux. Ces dommages collatéraux-là, c'est quoi? C'est les méthodes coercitives dont la France a les secrets. Et si un banquier s'engage ouvertement du côté du gouvernement, surtout les banquiers locaux qui ont l'air succursales dans les autres pays, bien sûr, la BCEAO peut donner des instructions pour qu'on ferme ces banques. C'est déjà arrivé en Côte d'Ivoire au moment de la crise sous Laurent Gbagbo, où la BCEAO avait donné des instructions pour qu'on ferme les banques commerciales. Pas seulement une banque, mais toutes les banques commerciales, pour mettre en difficulté les gouvernements. Donc, les décisions économiques que les dirigeants de l'AES sont en train de prendre, ce n'est pas pour eux. C'est pour la population et les acteurs économiques, les chefs d'entreprise sont les principaux acteurs et ils doivent s'engager résolument aux côtés des gouvernants pour que nous puissions gagner cette guerre-là. Parce que la guerre, c'est à tous les niveaux. Et vous avez vu, de plus en plus, on parle de guerre économique. Parce que qui tient l'économie, comme il l'a si bien dit, M. Nikiema, tient également votre souveraineté. Donc l'économie et la monnaie, ce sont des éléments de souveraineté où les gouvernants ont besoin de l'adhésion et de l'engagement de la population et des acteurs économiques. Il faut donc l'engagement de tout un chacun. Tout à fait. À tous les secteurs. À tous les niveaux. Chacun doit pouvoir s'impliquer. Exactement. Et accompagner la Parce dynamique que qui est en ce moment. Quand on parle d'économie, on a tendance à croire que c'est uniquement les chefs d'entreprise. Même les salariés sont des acteurs économiques. Les ménages sont également des acteurs économiques. La monnaie, ça concerne tout le monde. Voilà. Et comme le disait le banquier Rothschild, celui qui contrôle la monnaie n'a que faire de celui qui prend les lois, puisqu'en réalité, c'est celui qui contrôle votre monnaie, qui prend les lois qui à votre place. Ces lois. Alors, M. Sawadogo a tantôt parlé donc, du terrorisme, des guerres. Nous sommes, les 3 pays de l'AES font face justement à l'île terroriste. Quel impact justement la création de cette banque-là pourrait avoir sur le terrain sécuritaire? Alors, vous voyez que cette banque, elle est vraiment importante. Quand on dit la banque d'investissement et le fonds de stabilisation, ça veut dire que c'est toute notre souveraineté. C'est lié. Et aujourd'hui, vous savez que même l'engagement dans le terrorisme, c'est lié à l'économie. Parce que ceux-là même qui s'enrôlent pour être des terroristes, là, ils ont une rémunération, mais qu'on ne voit pas. Ça veut dire que tous les ménages sont liés, tous les secteurs d'activité sont liés. Il ne faut pas qu'on se leurre parce qu'aujourd'hui,
tout ce qui est lié à notre souveraineté, à notre sécurité, hein, est lié à l'économie. Mais ça, on ne peut pas trop le nier parce que aujourd'hui, quand vous regardez tous ceux-là même qui sont autour de cette économie, tous ceux qui sont autour de cette insécurité-là. Mais on a vu les exemples concrets, souvent des terroristes même qui en possèdent des sommes colossales que la population n'en a pas. Ça veut dire qu'il y a une circulation de l'économie dans le côté insécurité. Donc, c'est comme l'a si bien dit, aujourd'hui, il faut que nous ayons la même mise, parce que cette souveraineté-là, elle n'est pas économiquement seulement, elle n'est pas monétaire, elle doit être sur tous les plans, même sécuritaire. Mais quand on regarde aujourd'hui tous ceux-là même qui sont autour de cette économie, par exemple, je prends le secteur privé, je prends les acteurs du secteur privé. Ça veut dire que souvent, on n'a pas de manifestation comme ça. Ce n'est pas que l'économie, ça va. Hein. Non. Aujourd'hui, on sait que l'économie est à un niveau bas. Mais ce n'est pas l'occasion de donner, pour donner à cette entité-là de manifester. Non. Nous savons pourquoi l'économie est au plus bas niveau. Et cette banque viendra renforcer ça aussi. Mais quand l'économie est à son niveau, ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut que tous ces acteurs-là même montrent qu'ils sont derrière leurs dirigeants pour vraiment accompagner et relever l'économie. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on s'assoie seulement pour dire, bon, voilà, à cause de l'insécurité. Oui, à cause de l'insécurité, l'économie est à son niveau bas. Mais ça ne veut pas dire qu'on donne l'occasion à cette entité-là de manifester. Ou bien, non, l'accompagnement vient sur tous les plans. Et cette banque de stabilisation, cette banque d'investissement-là va venir, en tout cas, accompagner ces acteurs-là pour vraiment relever l'économie. C'est ce que attendent beaucoup d'acteurs. Pour relever l'économie, voilà donc qui est bien dit, monsieur Sawadogo, quel impact dans le court, moyen et long terme? Comment est-ce que vous analysez cela? Alors, la banque d'investissement, comme on l'avait dit tantôt, elle finance surtout les projets structurants. Et les projets structurants, c'est quoi? Quand on prend par exemple le secteur des infrastructures, le président avait parlé des rails. Donc, imaginez par exemple qu'on doit construire des voies ferrées qui relient les 13 régions. D'abord, ça va permettre la circulation des personnes et des biens. La même journée, on pourra amener les fruits de Orodara à Dori, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et c'est en finançant le secteur structurant que les grandes entreprises vont ensuite dispatcher le travail en sous-traitance avec les petites entreprises jusqu'au secteur informel. La dernière fois, je disais que l'État burkinabé n'emploie que 1% de la population. Donc, les 99%, s'ils doivent travailler, qui va les employer? Ça va être forcément le secteur privé. Les secteurs privés dans tous les domaines, l'agriculture, l'éducation, la santé. Et tous ces secteurs-là ont besoin d'infrastructures, ont besoin de financement. Donc, la banque d'investissement, le premier objectif d'abord, c'est financer ce secteur structurant-là. Et ensuite,
C'était dans la presse que des étudiants s'enrôlaient dans le terrorisme. Mais aujourd'hui, quand vous regardez les curricula qui sont dispensés, ce ne sont pas des curricula techniques. Parce que les curricula techniques demandent beaucoup d'investissement. Aujourd'hui, les étudiants qui sont formés, ce ne sont pas des créateurs de richesses et la formation n'est pas en adéquation avec les besoins du marché. Et eux-mêmes, ils ne peuvent pas créer des sociétés. Donc, si nous avons des instruments qui permettent de financer d'abord l'éducation technique et ensuite financer, soutenir ces étudiants qui seront issus de ces écoles techniques-là, nous allons réduire de façon considérable le taux de chômage qui actuellement tourne autour de 50%. Et c'est désastreux parce que dans les pays développés, quand on est autour de 5% de taux de chômage, déjà, c'est une alarme. Et aujourd'hui, tous ces instruments-là vont permettre, étape par étape, d'aller vers le plein emploi, qui est normalement la tendance, qui est l'objectif normalement auquel tout gouvernement sérieux doit tendre vers. Alors, M. Nikema, c'est la même question. Quelle est la réflexion que vous faites sur l'impact justement de cette banque d'investissement et du fonds de stabilisation sur le développement économique et social à court, moyen et long terme? Alors, d'abord, à court terme, je pense que cette banque d'investissement-là, elle est vraiment importante. Parce que d'abord, quand on regarde même tout ce qui est comme économie en matière de court terme, vous voyez qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à importer d'abord même d'une région à l'autre, quelle qu'en soit la distance. Ça, à court terme, ça va vraiment résoudre un peu. Mais déjà à long terme, moi je pense que il n'a pas parlé de ça seulement. Il a même ajouté sur la déclaration, le discours du président de l'AES là. Il a parlé des passeports. Et tout ça là, ça génère aussi de l'économie. Et ça, ce n'est pas à court terme, mais à long terme. Parce que aujourd'hui, quand on regarde le franc CFA qui est limité dans la zone CFA seulement, c'est combien? C'est pas 14 pays ou bien c'est 15 pays. Mais aujourd'hui, regardez quand il a parlé, M. Sawarga a parlé des BRICS, automatiquement, ils ont mis des banques en place. Mais ça devait se faire même aujourd'hui, même quand ils ont parlé de l'économie. Mais aujourd'hui, on ne le sent pas. Mais à long terme, nous allons le ressentir parce que je pense que d'abord, même pour voyager d'un pays de l'AES à l'autre, il faut la sécurisation. La sécurisation des biens et des personnes, ça, on ne le sent pas tellement dans l'espace CEDEAO où on a quitté. Et d'abord, même tout ça, là, sont des facteurs liés à l'économie. Et c'est ça qui fait que certains pays ne sont pas satisfaits. Bon, mais l'AES est venu résoudre tout ça. Aujourd'hui, il faut qu'on pense à l'avenir. Souvent, même certains disent que non, nous allons investir pour nos enfants. Mais quand on regarde le discours et ce qu'a dit le président, ce n'est pas un investissement même pour les enfants. C'est pour nous-mêmes d'abord, à court terme, et à long terme pour nos enfants. Et à très long terme pour nos petits-enfants. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est une vision qu'on ne peut même pas dire, parce qu'il faut la vivre pour la sentir. Cet engagement-là, en tout cas, nous pensons que nous sommes en train de jouer notre rôle. Les acteurs économiques n'en parlent pas trop parce que peut-être qu'ils ne voient pas les résultats, les retombées. Mais nous faisons notre part, nous allons en parler parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on en parle pour que ces gouvernements, ces dirigeants qui sont là aujourd'hui sachent que tout ce qu'ils disent est bien compris. Que ce soit au niveau de l'agriculture, que ce soit au niveau de l'économie, les gens ont vraiment un regard particulier sur ces actions-là. Et ça ne tombe pas du néant parce que il faut qu'on les accompagne aussi. Ils ne peuvent rien sans cet accompagnement. Il faut justement l'accompagnement de tous. Alors, nous allons parler à présent de la mise en place de cette banque d'investissement. Vous êtes tous deux acteurs économiques. Monsieur Savado, qu'est-ce que cela impliquerait? Alors,
Bon, il faut savoir que les retombées, ça ne sera pas dans l'immédiat. Ça sera à moyen et long terme. Quand je dis à moyen, c'est minimum 5 ans. Alors, l'implication, déjà, c'est que dès que cette banque d'investissement est mise en place, on pourra lancer les grands projets structurants. Je pense par exemple aux autoroutes qui vont relier les grandes villes de l'AIS. Je pense aux chemins de fer qui vont relier les grandes villes de l'AIS et les pays du littoral. Et je pense également aux aménagements fluviaux. Je pense au secteur de l'habitat. Donc, et tout cela, comme je l'avais dit tantôt, nécessite l'implication de la population et des acteurs économiques. Aujourd'hui, les crédits octroyés par les banques d'investissement sont des crédits à des taux à 2 chiffres, supérieurs à 10%. Et je me dis qu'avec la mise en place de cette banque d'investissement, les crédits seront à un taux nettement inférieur, autour de 4 ou 5%, je ne sais pas d'abord. Mais ce n'est qu'une étape, ce n'est pas une fin en soi. Même la mise en place de la monnaie n'est pas une fin en soi. Il faudra également que les acteurs, c'est-à-dire la population et les acteurs économiques, soient à la hauteur de la vision et des ambitions des premiers responsables. Voilà. Donc, cela impliquera que tout le monde s'engage et que les acteurs soient outillés à la nouvelle donne. Parce qu'en réalité, certains croient naïvement qu'il s'agit d'un combat ou d'une lutte menée par les dirigeants, menée par les acteurs politiques. Mais l'insécurité touche d'abord en premier lieu les populations. Ensuite, il y a les conséquences au niveau économique qui se répartissent également au niveau de cette même population. Voilà. Donc, ça nécessite que chacun prenne ces projets-là à bras le corps, mais ça nécessite également que les dirigeants communiquent. C'est vrai qu'il y a des décisions stratégiques sur lesquelles on ne peut pas communiquer tant que ce n'est pas fin prêt, mais il faut également qu'il y ait la sensibilisation pour que les populations adhèrent de plus en plus. Et accompagnent. Voilà, et accompagnent les dirigeants dans leur vision. Et que les acteurs économiques soient des acteurs économiques patriotes. Voilà. Je me rappelle encore récemment, le ministre d'État parlait du secteur minier, M. Bassolman, où il disait que on n'est même pas sûr que ce que les miniers déclarent, c'est réellement ce qu'ils ont extrait. Aujourd'hui, pour mettre en place une mine, il faut au minimum 100 milliards de francs CFA. Avec la mise en place de cette banque d'investissement-là, normalement, ce sont des fonds qu'on doit pouvoir trouver. Et déjà, les MPCD a anticipé avec, comment dirais-je, l'APEC, qui permet déjà de collecter des fonds, mais ce n'est pas encore à la hauteur de la vision qu'on a de l'AIS, parce que réellement, tout est à faire. Il y a énormément à faire au niveau de cet espace AIS-là, et bientôt, ça va être une zone attractive, parce que il ne s'agit pas seulement de mettre en place les mécanismes, il faut passer après à l'action. Et quand le moment sera de passer à l'action, si les opérateurs économiques de cet espace-là ne sont pas prêts, ils ne sont pas outillés, c'est d'autres opérateurs économiques qui vont venir. Et ils vont imposer leurs conditions. Et finalement, on sera en train de tourner en rond parce que... Il faudra mettre des jalons aussi. Voilà, il faudra mettre... Non, c'est... Des garde-fous, j'allais dire. Il y a les garde-fous à mettre, c'est vrai. Mais si les acteurs ne sont pas à la hauteur, aujourd'hui, on veut par exemple construire des chemins de fer. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on s'improvise entrepreneur dans le domaine des chemins de fer.
le Niger a créé une école du pétrole. On ne doit pas attendre de découvrir le pétrole avant de mettre en place ces écoles. Parce que ce qui nous manque également, c'est les compétences. Voilà. Donc, les acteurs doivent avoir de la vision et de l'anticipation. Outre le fait qu'ils doivent accompagner le gouvernement, ils doivent également s'équiper et s'outiller et se former pour pouvoir conduire ces grands projets-là. Voilà. Si on doit mettre en place, on doit construire actuellement des autoroutes, à part 2 ou 3 entreprises au Burkina, on sera obligé de faire encore appel à des entreprises étrangères. Et ce n'est pas une bonne solution. Normalement, ce sont les entreprises locales qui doivent construire et qui doivent accompagner les projets, les gouvernements dans les projets structurants. Dans les projets structurants, M. Nikema, je viens à vous sur les implications, la mise en place de cette banque d'investissement et du fonds de stabilisation. Qu'est-ce que cela impliquerait? S'il y a des choses à ajouter déjà à ce que M. Sawadogo a dit. Oui, il a tout dit, mais ce qu'on pourrait ajouter, c'est que cette banque d'investissement-là, elle peut avoir aussi un regard particulier sur, pourquoi pas un réseau aérien sur l'espace. Ça peut se faire comme les réseaux ferroviaires, comme tous les réseaux. Mais moi, je pense que l'économie est liée sur tout ça là aussi. Parce que le réseau aérien aussi, elle est vraiment important. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voulez voyager et que, d'abord même, j'ai parlé tantôt des passeports. Il y aurait un passeport, en tout cas numérique, pour l'AES. Donc, moi, je pense que ces dirigeants qui sont là aujourd'hui, oui, sauf qu'ils veulent l'accompagnement des acteurs économiques, c'est vrai, mais moi, je pense qu'ils doivent avoir aussi des conseillers qui sont à côté d'eux pour vraiment les indiquer. Je sais qu'aujourd'hui, il y en a, ça existe. Certainement. Il y en a, quand on regarde même les actions qui sont faites sur le terrain et les déclarations qui sont faites suivies de ces actions-là, moi, je sais qu'il y en a. Mais on peut encore faire plus parce que nous sommes en train d'avancer. C'est comme il a dit, on n'attend pas d'avoir l'eau pour savoir comment la distribution, comment le distiller. Mais il faut créer des mesures d'accompagnement. Et cette banque d'investissement-là est venue. Regardez, ils ont parlé de fonds de stabilisation. Elle est vraiment importante parce que quand vous construisez votre maison, vous savez déjà ce que vous allez faire là-dedans. Et ces équipements-là, on ne peut pas avoir des équipements avant de penser d'abord à l'investissement. Les structures, là, elle est vraiment importante aujourd'hui. Et cette banque est venue nous apporter vraiment ce que nous voyons sur ce que les dirigeants déclarent. Bien vrai que peut-être qu'ils peuvent penser qu'ils n'ont pas l'accompagnement du secteur privé, mais moi je pense que ce n'est pas vrai. Je prends l'exemple concret que je pense que c'était avant-hier. On était en collaboration avec les opérateurs économiques de l'Iran. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe là, on ne discute pas de qu'est-ce que je peux avoir. On va parler de qu'est-ce que nous pouvons profiter. Par exemple, les opérateurs économiques de l'Iran, dans les discussions, c'est ressorti qu'ils veulent vraiment peut-être notre anacar, notre akazou, notre or, tout ça. Mais nous avons ce que nous voulons aussi de ce pays. Ça veut dire qu'on ne regarde pas la population ou bien la superficie d'un pays pour traiter d'égal à égal. Dans l'économie, on traite d'égal à égal parce que, quel qu'en soit, mais l'Iran, c'est un pays de presque 82 millions d'habitants. Mais le Burkina, c'est 22 millions. Mais on a discuté égal à égal. Parce que quand cette discussion, quand cette économie n'est pas prospérée sur tous les côtés, moi je pense qu'aujourd'hui, nous ne serons pas vraiment à mesure de dire, bon, notre souveraineté là, nous allons l'avoir. Non. Aujourd'hui, c'est comme M. Saoudou l'a dit, on ne peut pas discuter de l'économie en moins de 5 ans. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, je vois que tous ceux qui sont là, moi, je préférais même qu'on ne parle même pas de délai parce que l'économie, pour vraiment développer un pays, souvent, certains mandats sont à 7 ans, souvent, certains sont à 5 ans.
pourquoi nous allons parler de 2 ans, 3 ans? Non, quand on parle de l'économie de 2 ans, 3 ans, là, ça veut dire que c'est une économie basée sur le court terme. Et ce n'est pas bon. L'économie doit aller jusqu'au moyen et à long terme. Alors, on a moins de 3 minutes pour terminer. Monsieur Savadogo, alors, les choses sont en train de se mettre en place progressivement dans l'espace AES. Alors, après cette banque d'investissement, on va dire que l'étape ultime qui reste à faire, c'est justement la Banque centrale pour créer notre propre monnaie, pour assurer le développement économique et social et pour la sécurisation de l'espace AES. Oui, je pense que cela également ne saurait tarder. Voilà, mais déjà, il y a un certain nombre d'instruments préalables qu'il fallait mettre en place et c'est en bonne voie. Et la marche vers la mise en place de la monnaie AES, je crois également que c'est une marche irréversible. Voilà, parce que la monnaie, aujourd'hui, est un des éléments que certaines personnes ont utilisé pour dominer d'autres personnes. Je parlais tantôt des BRICS, ce qui a motivé même à la création de cette union-là, c'est le fait qu'il y avait une hégémonie du dollar sur les marchés financiers, parce que à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, fort de son niveau militaire, les États-Unis, à travers les institutions de Bretton Woods, ont imposé l'usage du dollar dans le marché international. Et les conventions qu'ils ont signées avec l'Arabie Saoudite leur ont également permis d'imposer l'utilisation du dollar comme seule et unique monnaie pour acheter le pétrole, d'où l'expression des pétrodollars. L'avantage pour l'AES est que nous sommes dans un espace qui regorge de beaucoup de ressources, que ce soit l'or, les ressources fossiles comme le pétrole, et tout ce qui manquait maintenant, c'est la mise en place d'une monnaie qui sera véritablement une monnaie, parce que le franc CFA, comme je l'avais dit tantôt, ce n'est pas une monnaie, puisqu'elle n'est pas interchangeable, parce que elle n'est pas adossée à des ressources. La France prétend qu'elle garantit la convertibilité, mais en fait, c'est une garantie de façade. Il n'y a aucune garantie de convertibilité. Le mécanisme du franc CFA est qu'il permet à la France, aux entreprises françaises, de rapatrier leurs bénéfices et qui sont convertis automatiquement en devises. Parce que vous savez que quand le Burkina Faso et les 3 pays d'ailleurs, quand nous vendons nos ressources actuellement et que ça passe par la Banque de France, cette banque prend la totalité. On dit qu'elle prend 50%, mais ce n'est pas seulement 50%, elle prend la totalité. Parce que les 50% restants là, elle convertit ça en francs CFA que la banque de France fabrique à des prix vraiment insignifiants pour nous le donner. Donc, quand nous allons avoir notre banque centrale, les devises d'exportation reviendront à 100% dans l'espace AES, alors qu'actuellement c'est autour de 25%. Donc il y aura un bond de 75%. Et vous savez que quand nous échangeons, c'est-à-dire que quand nous importons, que ce soit des équipements, que ce soit des services de l'extérieur, il faudra qu'on paye en devises, c'est-à-dire en dollars, en euros, en yuan ou en livres sterling. Donc, quand nous allons mettre en place cette banque centrale et notre monnaie, non seulement les devises vont être rapatriées à 100% au Burkina, les échanges également vont se faire avec ces devises-là, mais également la monnaie AES sera certainement acceptée à l'extérieur comme étant une devise. Là, donc, c'est difficile parce que beaucoup de pays vont s'opposer à nous. Et là, maintenant, je comprends quand le président disait que la guerre n'a pas encore atteint son niveau maximum. Parce qu'il y aura des oppositions violentes. Parce que aujourd'hui, le franc CFA finance en grande partie l'économie française. Depuis que ces 3 pays ont manifesté la volonté de se retirer, vous voyez que l'économie française a des difficultés et, comment dirais-je, de plus en plus, leur budget est déficitaire. Et le nouveau Premier ministre français a dit qu'ils vont avoir du mal à rattraper
les déficits, les prévisions de déficit qu'ils avaient. Donc, il y aura une opposition farouche de la part de la France et même des États-Unis. Et c'est des bonnes guerres. Donc, il faudra que nous nous armions de courage parce que la souveraineté et l'indépendance a un prix. A un prix. Et ça s'arrache Tout à fait. de haute lutte. Tout à fait. Merci, M. Martin Sawadou, d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes analyste économique. Merci à vous, M. Léon Nikéman. Vous êtes également analyste économique et un acteur de secteur privé. Merci d'être passé et apporter votre clé de lecture sur ce sujet d'intérêt national. Merci à vous, fidèles téléspectateurs de la C360, pour votre constante fidélité à cette émission Prime Time. Et restez connectés au programme de la télé. Abonnez-vous pour ne rien rater à nos différentes plateformes digitales, Facebook, YouTube et TikTok. Et à très vite avec d'autres sujets de débat d'actualité.